Bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir. Il est à 18h32 et on est ensemble pour ce webinaire consacré au PEA profilé. Vous avez été plus de 3000 à vous inscrire. Un gros succès pour ce premier webinaire de l'année. On est en direct sur le plateau de Boursorama. On va passer plus de 45 minutes, sans doute une heure ensemble parce qu'il y a eu beaucoup de questions pour parler justement de cette offre récemment lancée par Boursorama et qui a déjà convaincu bon nombre d'entre vous. Alors, le PEA, c'est bien sûr le plan d'épargne en action, produit qui permet d'acquérir des actions d'entreprises françaises ou européennes tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse sous certaines conditions. On va bien sûr en rappeler les grandes caractéristiques de cette enveloppe, mais pour tous ceux qui n'ont pas forcément, ou le temps, ou qui ne se sentent pas forcément à l'aise avec les marchés, pourquoi ne pas déléguer la gestion de son investissement à un expert, en l'occurrence Amundi, leader européen de la gestion d'actifs. C'est tout l'esprit de cette nouvelle offre Made in Boursorama. Et pour vous la présenter ce soir, ses caractéristiques, ses avantages, son fonctionnement, j'ai 3 experts sur le plateau. David Benmussa, directeur de la distribution France chez Amundi. Bonsoir David. Bonsoir. David Olivier Azoulay, gérant allocataire chez Amundi. Bonsoir David Olivier. Bonsoir Laurent. Et est-il encore besoin de le présenter? Andrea Dagnano, chef de produit bourse chez Boursorama. Bonsoir Andrea. Bonsoir Laurent. Bon, alors vous connaissez la règle, ce moment est le vôtre. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en direct. On a déjà retenu pas mal de questions posées au moment de l'inscription, mais on aura encore du temps à la fin de la présentation pour y répondre en direct. David Olivier, je me tourne tout de suite vers vous. On aime bien dans les webinaires Boursorama planter le décor. Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir pour commencer, faire un point macroéconomique, revenir sur cette année 2022 qu'on pourrait qualifier d'hors norme à plus d'un titre? Tout à fait. Alors je me permets, on est encore au mois de janvier. On souhaite une bonne année. Voilà, on souhaite une bonne année à tous nos auditeurs. Ils sont assez nombreux. Donc mes meilleurs vœux pour cette année 2023. Le début d'année, le mois de janvier, c'est aussi l'occasion de faire un bilan sur l'année écoulée. Ça nous permet aussi de construire nos perspectives pour 2023. Donc c'est important de bien comprendre finalement qu'est-ce qui s'est passé en 2022. Et c'est une année effectivement exceptionnelle à plus d'un titre. On a peut-être un slide à vous présenter lorsque l'on regarde les performances de nos indicateurs, que ce soit les indicateurs actions ou les indicateurs obligataires. Alors si on peut nous le mettre en régie, c'est le premier slide. On voit effectivement que les performances ont été assez challengées. On a finalement 2 classes d'actifs qui ont finalement tiré leur épingle du jeu. C'est le pétrole et le dollar. L'or également a pu se retrouver à l'équilibre, c'est ça. À la fin de l'année. On va dire qu'il a bien résisté. Il y a eu de la résilience. Il y a eu de la résilience et c'est vrai qu'à propos, puisque c'est aussi une perspective intéressante pour 2023, on voit que finalement, toute classe d'actifs, on a eu des performances assez difficiles. Ce qui est intéressant de regarder dans cette diapositive, c'est que finalement, en 2022, là où on pensait que tous les mots MAUX allaient se concentrer, c'était l'Europe. Et finalement, globalement, cette zone a plutôt bien résisté. C'est vrai que l'Europe était vue comme une zone économique difficile, puisqu'il y a eu le retour de la guerre, tout simplement. La flambée des coûts énergétiques. Et donc, par ricochet, la flambée des coûts énergétiques, puisque on est très dépendant du gaz russe. Et donc, finalement, cette année 2022, qui a été l'année sur laquelle, finalement, l'inflation a eu un impact quand même assez significatif. Alors, cette inflation, elle n'est pas apparue en 2022. C'était finalement des conséquences de la crise Covid. Voilà, exactement. Notamment puisqu'en 2021, on a finalement les économies qui réouvrent, une situation sanitaire qui s'est améliorée, et donc finalement un besoin de consommation. Beaucoup d'économistes avaient finalement évoqué, début 2022, une inflation transitoire. Les banquiers centraux aussi. Les banquiers centraux aussi. Je pense que tout le monde s'est à peu près trompé sur ce point. Et en Europe, on a eu effectivement cet événement géopolitique qui était très peu de gens l'avaient prévu, et donc ça a effectivement eu une conséquence très forte
sur l'inflation. Donc c'est vraiment le thème de 2022, et donc derrière, des banques centrales qui ont dû réagir, un peu tardivement et un peu en et du coup catastrophe. fort. Et donc fortement, des hausses de taux qui n'ont jamais été vues dans le passé. Ça a eu des conséquences sur la quasi-totalité des classes d'actifs. On appelle ça une nécessité de revalorisation des différentes classes d'actifs, que ce soit les marchés actions ou les marchés obligataires. Oui, parce que je crois que c'est aussi une des leçons de 2022, c'est que là aussi, situation assez inédite, ou en tout cas plus vue depuis très longtemps, les différentes classes d'actifs qui sont censées équilibrer un petit peu le risque ont reculé en même temps. Je crois que c'est aussi l'objet d'une slide. Exactement. Ouais. On a un effet qui est ici sur la diversification. Cette diversification qui n'a finalement pas fonctionné sur l'année 2022. Et là, cette slide, elle est quand même assez évocatrice, puisque sur 30 classes d'actifs, vous voyez que donc, en 2022, nous en avons 24 qui ont des performances négatives avec des pertes supérieures à 10%. Ouais. Donc c'est deux chiffres. Ce n'est pas jamais arrivé, ce n'est pas, c'est quand même assez exceptionnel. Voilà, c'est ça. Mais ça s'est déjà passé dans un passé proche, puisqu'on voit qu'en 2018, on a eu aussi un certain nombre de classes d'actifs qui ont sous-performé. On l'a eu également en 2008. Mais ce qui est la particularité de 2022, c'est que vous avez eu deux grandes classes d'actifs qui ont largement sous-performé en même temps, qui sont les marchés actions et le marché obligataire. Le marché obligataire qui est quand même un marché bien plus important en termes de volume que le marché action. Et donc, si on doit qualifier l'année 2022, on peut évoquer la pire année depuis 100 ans. Ah, quand même, rien que ça. Rien que ça. Okay. C'est l'année d'un siècle, comme on pourrait l'évoquer. Je pense qu'on a peut-être une petite diapositive là-dessus aussi. Et ce que l'on a, pourquoi on peut évoquer la pire année d'un siècle, c'est qu'en fait, on a une combinaison de sous-performance des marchés actions et des marchés obligataires. Et ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et très rare, puisque c'est vrai que dans une gestion diversifiée, l'objectif, c'est d'avoir finalement un certain nombre de classes d'actifs qui ne soient pas réellement corrélées. Oui. Alors, quand je parle de corrélation, j'entends que ces classes d'actifs n'évoluent pas dans le même sens. Donc ça permet d'avoir des coussins amortisseurs. Quand on a une qui performe moins bien, l'autre prend le relais, et bon an, mal an, on arrive à lisser un petit peu les risques comme ça. Et c'est ça tout l'intérêt d'une gestion diversifiée, c'est tout l'intérêt d'avoir justement, ça fait partie des théories de gestion de portefeuille. Et c'est vrai que là, sur ce slide, alors même si c'est vrai qu'on pourrait penser que 2008, 1931 ou 1974 sont des mauvaises années, mais là en fait, ce que vous voyez ici nettement, pour information, pour pouvoir parler d'un siècle, on a dû prendre des marchés très historiques. Oui. Et donc là, on a pris les marchés US qui ont un historique très long, très long, sur lequel on peut un petit peu étudier l'évolution. Exactement. Et là, vous voyez, en fait, on a les performances des marchés actions et on a pris le S&P 500. Et de l'autre côté, sur la partie obligataire, vous avez en fait les bonds du Trésor américain à 10 ans. Et donc 2022 se situe nettement en perf négative pour le côté action et nettement négative également pour la partie obligataire. Et ça, c'est exceptionnel. Donc ce phénomène de revalorisation des classes d'actifs, c'est-à-dire qu'il était nécessaire, compte tenu de la hausse des taux des banques centrales, de redonner des prix aux valeurs, que ce soit les marchés actions et les marchés obligataires. Vous le savez très bien, alors les marchés obligataires, ça évolue en fonction des taux directeurs. Lorsque les taux directeurs montent, le marché obligataire doit se réajuster. Et lorsque les taux montent, les porteurs de parts obligataires perdent en valeur. La valeur de l'obligation se déprécie. La valeur de l'obligation se déprécie. Et quand ça monte très très fort, ça se déprécie très très vite. Exactement. Et ça, cette corrélation, donc du coup, a eu un impact sur les performances d'une manière assez globale. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est la première interrogation qu'on peut avoir pour 2023, c'est de se poser la question, est-ce que l'on aura cette décorrélation des actifs ? C'est important.
Ça dépendra évidemment de la politique des banques centrales. Et est-ce que le marché a fini de revaloriser notamment les marchés actions. Ce qu'on peut se dire quand même, David Olivier, c'est que la remontée des taux, bon, elle va peut-être encore un petit peu se poursuivre, mais que le plus gros est derrière nous. Donc on a déjà des éléments de réponse quelque part. Exactement. On a des éléments de réponse aujourd'hui. Aux États-Unis, on parle de pivot. Ouais. Est-ce qu'on a finalement passé ce pivot ? Les choses ne sont pas encore totalement actées, claires, on va dire. Claires, puisque on a des taux cibles sur les Fed Funds, on a également des taux finaux pour la Banque Centrale Européenne. On n'est pas encore arrivé. On évoque au-dessus de 5% pour la Fed. C'est ça, on est à 5,25, aujourd'hui on est à 4. Pour la Banque Centrale Européenne, on évoque 3,25, aujourd'hui on est à 2. Donc il y a encore un peu de chemin à Si on progresse par quart de point, on peut encore avoir un certain nombre de hausses de taux aux États-Unis et en Europe. Évidemment, le marché anticipe bien sûr. Ce genre d'éléments. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà dans les cours, notamment pour la partie obligataire. C'est peut-être un peu moins juste côté action, où finalement on peut avoir le sentiment que le marché a une certaine complaisance aujourd'hui, notamment aux États-Unis, où on a encore des valorisations qui nous semblent parfois un petit peu excessives. Bon, j'ai un tableau là en slide hyper coloré, c'est très joli à regarder, on peut l'avoir à l'écran. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce tableau? Alors effectivement, c'est beau, hein? C'est beau. Joli, enfin, je vois quand même du rouge. Ouais, voilà, notamment sur 2022. Ouais. Encore une fois, ça montre bien cette année exceptionnelle, cette année d'un siècle. Où finalement il n'y avait pas d'endroit pour se cacher, pour se réfugier dans un contexte de marché très, très perturbé par des événements géopolitiques. Donc c'est vrai qu'effectivement ce slide est là pour rappeler quand même qu'on a vraiment vécu une année historique. Pas forcément le bon sens du terme, je crois qu'il y en a un autre qui montre aussi la volatilité exceptionnelle. Et ça, c'est un point sur lequel effectivement je voudrais m'attarder un petit peu. C'est très intéressant et alors j'ai souhaité le montrer. Il y a un indicateur que je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs connaissent, qui est l'indice VIX, qui a un autre nom. L'indice de la peur. Exactement. Oui. Voilà, je vois que vous connaissez vos classiques. L'indice de la peur, voilà, qui est l'indice de volatilité des marchés actions. C'est sur le graphique à gauche un indice qui est donc en bleu clair, et vous voyez finalement. Cet indice, sur l'année 2022, a évolué, mais ce n'est sans commune-mesure par rapport à l'indice MOVE, qui est cette fois-ci l'indice de volatilité pour le marché obligataire. D'accord. Et donc, c'est ça qui est quand même un phénomène très rare et qui ne s'est quasiment que très rarement vu, en tout cas dans son ampleur et dans sa durée, où finalement les investisseurs ont pris peur. Alors, cet indice de la peur, on parle de peur, mais est-ce que finalement c'est pour vendre du papier, ça fait. Disons que c'est le doute qui guide plutôt les investisseurs aujourd'hui. Et à partir du moment où vous avez des doutes, eh bien, vous êtes amené à repositionner vos portefeuilles, à prendre des décisions qui ne sont peut-être pas toujours les meilleures dans un marché qui chahute énormément. Et en tout cas, ça crée ces phénomènes de volatilité avec des phases de hausse de taux, puis finalement des investisseurs qui reviennent en se disant mais à ces prix-là, c'est quand même intéressant, mais finalement derrière, ça rebouge. Donc voilà, ces doutes font des va-et-vient sur les marchés et créent cette volatilité qui nous a amené à avoir des performances assez décevantes sur ces marchés dits plutôt conservateurs. Ouais. Quand même, les gens qui écoutent, là, ils disent j'ai écouté David Olivier Azoulay ce soir, c'est super, mais il m'a expliqué qu'en gros tout avait baissé en 2022. Est-ce que la tentation après une année comme ça, elle n'est pas de se dire bon, moi j'ai bien envie d'arrêter la bourse et puis de tout mettre sur des placements sécurisés, ce qui pourrait se comprendre. Ce qui pourrait se comprendre. Il y a évidemment beaucoup de facteurs de risque à surveiller, encore aujourd'hui, et pour les mois à venir. Globalement, nous, notre conviction, c'est de se dire qu'il y aura des opportunités à saisir sur les marchés, que ce soit sur les marchés actions ou sur les marchés obligataires. Et là, cette planche, cette slide, est assez révélatrice de se dire que finalement, après des années
difficiles, où les marchés ont particulièrement corrigé, on a souvent, en tout cas l'histoire nous le montre, que dans l'année qui suit ou dans les années qui suivent, nous avons des performances qui reviennent positives. C'est un peu l'illustration boursière de après la pluie, le beau temps finalement. C'est vrai. On voit le lien comme ça. Effectivement, j'aime bien les images, et celle-ci en est une, effectivement, parce que la revalorisation, finalement, permet, à partir du moment où les facteurs exogènes, ou en tout cas les facteurs de risque, s'atténuent, de permettre de se reprojeter dans un avenir avec, cette fois-ci, des prix qui sont quand même sensiblement intéressants. Et donc, l'idée que nous voulons mettre en œuvre, c'est que effectivement, il y a eu une revalorisation. Elle n'a pas été complète sur toutes les zones économiques. J'entends peut-être aux États-Unis, où, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a encore une certaine forme de complaisance, notamment sur certaines valeurs technologiques. Qui ont pourtant bien baissé, il faut le dire aussi en 2022, mais qui étaient bien valorisées avant, il faut le dire aussi. Exactement. Donc ça veut dire qu'il y a encore, quand je vous écoute, Olivier, dévalorisation attrayante sur certains secteurs. C'est ça, hein? C'est ça, exactement. Et on a en tête, par exemple, le marché... Je pense que là aussi, on a peut-être une slide à montrer à nos spectateurs. Certains marchés, Merci. voilà, ça c'est un graphique qu'on aime présenter et qui nous montre finalement où on se situait en termes de valorisation en décembre 2021 et où est-ce qu'on se situe en décembre 2022. Et comme vous le voyez, lorsqu'on est dans le rouge, on a des niveaux de valorisation historique qui nous semblent plutôt élevés. Plutôt élevé, plutôt cher. Voilà, et lorsque l'on rentre dans le vert, ça veut dire qu'on a ce phénomène de revalorisation qui s'est mis en œuvre, et donc on a certaines classes d'actifs. Là, on a par exemple le crédit en Europe qui nous semble intéressant. Donc qu'on soit très clair pour les gens qui nous regardent, parce que c'est peut-être un petit peu technique. Là, on parle de dette d'entreprise de bonne qualité. C'est ça. Voilà. Si je mets tout en parfaitement résumé, okay. C'est exactement ça. Le crédit investment grade, c'est les meilleures notes pour les entreprises les mieux qui émettent de la dette. D'accord. Voilà, exactement. Et donc on a aussi quelques éléments sur la dette souveraine, également sur la dette émergente, et on voit que en Europe, et des actions, les actions européennes. On a certaines classes d'actifs, actions européennes, qui nous semblent aussi plutôt bien valorisées aujourd'hui. On a eu, je pense que le marché l'a identifié depuis décembre. On a vu un bel élan des marchés actions. On a bien commencé l'année. On a bien commencé l'année. Attention aussi à l'excès d'enthousiasme, peut-être. Comme on peut le dire, il est bon de boire du champagne bien frais, donc il faut le laisser aussi se refroidir. Peut-être pas ouvrir le champagne trop tôt. C'est le festival des images ce soir. Vous m'avez lancé. Et donc attention à ces excès de revalorisation, parce que, justement à ces excès d'enthousiasme, de hausse peut-être un petit peu trop subite. Voilà. Bon. Il faut aussi laisser le temps de voir de digérer un petit peu tout que les facteurs de risque s'amenuisent les uns après les autres. Et ça prendra encore un petit peu de temps. Bon, de toute façon, on va parler perspective 2023 à la fin de ce webinaire. Là, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous, Andrea. On va parler de ce PEA, de ce PEA profilé. On rappelle peut-être rapidement, même si les gens qui nous regardent sont pour le coup déjà clients, donc ils connaissent, et on ne va pas leur faire, mais les caractéristiques du PEA. C'est toujours bon, un petit rappel. Un petit rappel, c'est toujours bon. Alors, le PEA, historiquement, donc créé en 1992, petite date d'anniversaire, qui avait donc pour objectif à l'époque, quand les pouvoirs publics l'ont créé en France, donc d'encourager les épargnants français à investir dans les actions françaises au départ, puis de la zone euro, avec ce qui s'est passé par la suite. Alors comment on fait pour encourager des investisseurs à investir dans un plan ? Petite ristourne fiscale. Petite ristourne fiscale, voilà, ça fonctionne toujours bien. Voilà, donc avantage fiscal dans le plan, vous l'avez très bien introduit tout à l'heure, Laurent. Donc qu'est-ce qu'on peut y mettre dans ce PEA ? On le rappelle aussi, des actions, des ETF, et des OPCVM, SICAV et FCP.
léger point fiscal très rapide. Je sais que vous aimez ça. Non, c'est vous qui aimez ça, André. C'est vrai, bon, j'avoue. Donc il y a une date à retenir sur le PEA, très simple, 5 ans. Donc avant 5 ans, tous les retraits effectués sont soumis au PFU, ce qu'on appelle le prélèvement forfaitaire unique, qui est donc de 30%, et le plan est clôturé. Après 5 ans, les retraits n'entraînent pas la clôture du plan, et là, on paye uniquement les prélèvements sociaux sur les plus-values, donc de 17,2%. Donc attention, si on fait un retrait avant les 5 ans, eh ben on clôture son plan. On clôture son plan et on paye plein pot la fiscalité, si je peux me permettre. Bien sûr. Autre chiffre qu'on peut rappeler, 150 000 euros. Donc 150 000 euros, c'est le plafond de versement qu'on peut effectuer sur le plan. Alors j'insiste toujours sur versement, parce que parfois j'ai des clients qui nous posent des questions en disant « mais est-ce que mon PEA peut valoir plus que 150 000 euros ?» Bien sûr, on parle bien de versement, donc c'est l'argent que vous allez mettre dans le PEA. Si demain vous avez beaucoup de chance et que vous êtes un investisseur très... super bon investisseur. Voilà, qui a le nez très très fin, que vous avez versé 100 000 euros mais qui sont valorisés à 200 000 ou 300 000, vous pouvez encore verser 50 000 euros. Donc ça, je préfère le rappeler. C'est un distinguo à bien connaître. Il faut bien distinguer le versement de la valorisation des actifs. Ce n'est pas parce que j'ai dépassé les 150 000 euros, si je n'ai pas versé 150 000 euros, je peux continuer. Alors, on ne va pas vous limiter la performance de votre plan, c'est quand même pas l'idée. Donc vous pourrez verser en complémentarité. Très clair. Dernière petite info, dernier petit chiffre. Donc, maintenant, les PEA, c'est à partir de 18 ans, ce qui n'était pas le cas avant la loi Pacte. On ne va pas revenir dessus, mais en tout cas, vous êtes majeur, vous pouvez ouvrir votre PEA. Petite subtilité, pour les 18-25 ans qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents ou de leurs représentants, le plafond n'est plus de 150 000 euros, mais de 20 000 euros. Bon. Pourquoi aujourd'hui, on avait déjà donc, le PEA, le PEA jeune, le PEA PME. Pourquoi on s'est dit chez Boursorama, alors on adore le PEA, pourquoi on s'est dit qu'il fallait une déclinaison supplémentaire à ce produit ? C'est pareil, vous l'avez très bien introduit, Laurent. Hein. Tout le monde n'a pas le temps ou l'expertise d'investir sur les marchés. On le sait, on n'investit que ce que... Bon. Il faut connaître avant d'investir. Que dans ce dont on connaît. Voilà, ça demande de la technicité, de la maîtrise, du temps, donc c'est pas le cas de tout le monde. Pour ça, les gestions profilées ou pilotées, qui peuvent exister aussi en parallèle, elles sont là pour ça. C'est-à-dire que vous allez déléguer la gestion de vos investissements à un expert, dans le cas de notre PEA profilé Amundi, du coup, qui va prendre les décisions qui s'imposent. On a une petite slide pour ça, il dort en régie en ce moment, pas ce qui se passe. Ah, voilà. Voilà, vous manquez de temps ou d'expertise. Alors ça, c'est le premier point, parce qu'on insiste toujours sur cette notion de vous n'avez pas le temps, vous ne connaissez pas les marchés, la gestion profilée est faite pour vous. C'est vrai. Maintenant, vous pouvez très bien aussi avoir déjà un PEA ouvert, avoir vos lignes favorites que vous avez achetées en direct, avoir construit un portefeuille à dividendes, des stratégies comme ça qui vous tiennent à cœur. Vous pouvez avoir donc des titres qui ne sont pas très bien orientés sur les marchés, mais vouloir les conserver parce que vous n'êtes pas dans une gestion court terme. Encore une fois, vous pouvez être sur du dividende et se dire, très bien, je ne veux pas toucher à ces titres-là, mais en parallèle, j'aimerais bien quand même de profiter un peu de la dynamique des marchés actuels. Et je vous coupe, Andrea, parce qu'on a plein de questions sur le sujet. Je les livre en vrac, mais Charlie, le PEA profilé est-il un deuxième PEA ? JPN, la gestion profilée peut-elle être appliquée à un PEA en cours ? Alexandre, peut-on passer de son PEA libre en profilé ou l'inverse ? Merci d'avance. Flore, est-ce qu'un PEA classique peut se transformer en PEA profilé ? Je pense qu'on est dans le cœur du sujet, là, vous avez tapé juste. Là, on est dans le cœur, on va pouvoir avancer du coup, parce que là, effectivement, la grande innovation de ce produit, c'est qu'on ne vous demande pas de choisir entre une gestion dite libre, où vous achetez, vous faites un peu vos courses, vous achetez vos actions, vos ETF, ou alors une gestion complètement déléguée, profilée, on vous laisse le choix. C'est-à-dire que vous pouvez... en fait, moi j'appelle ça 2 modes de gestion, 3 possibilités. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous dire, voilà, moi vraiment j'ai besoin d'être guidé, je ne veux pas faire les choix en direct, donc je délègue 100% de mon PEA en gestion, du coup, et je laisse Amundi faire les bons choix à ma place. Vous pouvez vous dire, encore une fois, comme je vous l'ai présenté juste avant, j'ai déjà un PEA avec des titres, mais ça m'intéresse, du coup, je veux quand même profiter de cette gestion. Eh bien, vous pouvez ouvrir une poche, entre guillemets, profilée dans un PEA existant avec des titres. Vous n'allez pas avoir à clôturer votre PEA, à vendre vos lignes, non, c'est pas du tout l'idée. Vous pouvez avoir les deux en même temps. Vraiment, la souplesse a été c'est la souplesse ultime, entre guillemets. Tout comme vous pouvez garder votre PEA en gestion libre, on ne vous impose pas la gestion profilée, on n'est pas comme ça. Voilà, donc vous avez l'embarras du choix, si j'ose dire. Et ça, c'est vraiment une première, j'insiste, en France, puisqu'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on lance ce produit avec notre partenaire Amundi, c'était ou l'un ou l'autre. Où vous aviez des courtiers en ligne qui vous proposaient juste de la gestion libre, ou d'autres sociétés gestion profilée 100%, mais jamais on vous proposait de pouvoir faire les deux en même temps.
Bon, il est bien, hein, il arrive à nous convaincre la souplesse du produit. Moi, vous arrivez à me convaincre, il me faut me dire un petit peu plus quels sont les avantages de ce produit si on rentre là, cette fois-ci, dans la gestion profilée, les grandes caractéristiques. Je vous propose de rester sur le créneau de l'innovation. Oui. On est bien parti, on va continuer. Autre grande innovation, c'est que quand vous allez ouvrir votre gestion profilée, vous aurez le choix entre 4 profils qui dépendent de votre profil investisseur, qu'on va évaluer, on le verra un peu plus tard dans un parcours qu'on vous montrera. Donc vous aurez le choix entre 4 profils. Et ça aussi, qui vont donc du profil le plus prudent, on va dire, au profil le plus offensif. Ça aussi, c'est quand même une grande innovation, puisque si on regarde un petit peu ce qu'il y avait sur le marché jusque-là, on était plutôt sur des produits qui proposaient 1 ou 2 profils pour la plupart du temps. Donc ça, c'est encore une grande innovation de ce produit. Donc 4 profils, je crois qu'on a une slide aussi sur le sujet. 4 profils de gestion. Tout à fait. Produits accessibles, j'imagine. Produits accessibles, puisque le versement initial que vous allez devoir faire sur cette poche profilée pour l'ouvrir est de 100 €. Et les versements libres que vous pourrez éventuellement faire en complément seront également de 100 €. Et les versements programmés, ça je vais insister dessus parce que c'est très important. Les versements programmés sont eux possibles à partir de 20 €. Alors, je me permets de On avait une question de Resby, 500 € on va est-il commencer par la suffisant question. pour démarrer une gestion profilée avec un profil équilibré? La preuve par 4, c'est Eh juste ben dire. voilà. Et donc, le profil équilibré, c'est oui, et les 500 €, c'est plus que largement C'est suffisant. plus que suffisant, 100 €, tout à fait. Resby. Et donc j'insiste juste rapidement sur cette notion de versement programmé, puisqu'il y a une question qui revient très souvent. Et je pense qu'on l'a eu ce soir, à mon avis, un certain nombre de fois. C'est, est-ce que c'est le moment? Ça a l'air super, je suis convaincu, mais... J'ai écouté David, Olivier, c'était une année 2022 compliquée quand même. Il y a encore un peu de doute, il y a encore d'incertitude. Il y a une solution très simple à ça. Je comprends cette peur un peu du timing, Bien etc. sûr. Mais c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière les versements programmés, c'est de se dire, si effectivement je mets tout de suite maintenant, là, aujourd'hui, effectivement, si le marché se déprécie fortement pour une raison ou une autre, je vais être très impacté, en fait, très clairement. Maintenant, si j'ouvre avec un versement initial de 100, 200, 300, 500 €, si on le veut, et que tous les mois, je programme un versement programmé donc de 20, 50 qu'il neige ou €, qu'il vente, que les marchés montent ou descendent. qui va venir finalement lisser ce risque, puisque voilà, on va entrer à différents moments, on aura moins cet effet timing. Donc j'ai envie de dire, c'est toujours le moment d'investir, à partir du moment où on l'envisage sur le long terme et qu'on investit de manière régulière. Je vais reposer la question parce que je vois, il y a plein de questions, donc on va vraiment redire les choses aussi souvent que nécessaire. C2P2, je possède un PEA Boursorama, pour le transformer en PEA profilé, faut-il préalablement vendre tous les titres qui ont été souscrits sous ce PEA existant? Eh bien non, pas du tout. Voilà. On a parlé de l'offre, on a parlé des mandats, on a parlé de l'accessibilité. Oui. On va pas parler des frais encore. Quels frais, Laurent? Ah bah je sais pas, vous me le dire. Oui, alors non, les frais, pour faire très simple, il n'y a pas de frais à la souscription. Où il n'y a pas de frais sur les versements, qu'ils soient libres ou programmés. Il n'y a pas de frais sur les retraits. Il n'y a pas de frais sur les changements de profil de gestion. C'est ce que j'allais vous demander. Si je passe d'équilibré à dynamique à offensif, non, ça c'est bon. Il n'y a pas de frais. En tout cas, on va venir vous mettre 1% de frais ou 10 € de frais. Non, c'est 0 € de frais sur ces actes de gestion. Maintenant, attention, les fonds en eux-mêmes comportent des frais courants, comme tous les OPCVM du coup de la place, qui sont par contre plutôt faibles, puisqu'ils oscillent de 0,75% à 1,60% du coup pour les plus élevés. Donc on reste sur des niveaux de frais qui sont quand même très contrôlés et plutôt très faibles par rapport à ce qui peut se faire sur le marché. Bon, alors, il y a des gens qui nous regardent, qui sont clients, il y en a qui ont peut-être envie de le devenir. Ils se disent, ouais, ok, tout ça c'est super, mais alors si c'est très compliqué à ouvrir cette histoire... J'ai 2 très bonnes nouvelles. Bon. Alors, la première bonne nouvelle, c'est que si vous avez déjà un PEA d'ouvert chez Boursorama, vous allez le voir après, la création de cette poche profit dans votre PEA est très simple et se fait en quelques minutes seulement. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que vous avez peut-être un PEA ailleurs et vous êtes convaincu par ce qu'on vient de se dire ce soir, eh bien on a un service qui vous propose en 2 clics. 2 clics vraiment. Pour de vrai. 10 secondes, 2 clics. Bon. Vous avez juste à vous munir de l'IBAN de votre PEA qui est logé dans une autre banque. Eh bien, il y a un service qui s'appelle la mobilité bourse qui vous permet de renseigner simplement l'IBAN dans un parcours très simple. Et on s'occupe de tout pour vous. On va faire toutes les démarches pour le transfert de votre PEA. Et en plus de ça, on vous remboursera vos frais de transfert, même 2 fois.
Donc vous avez tout à gagner finalement, si vous êtes convaincu, à transférer votre PEA chez nous. Et une fois qu'il est transféré, de la même manière que pour les clients qui en ont déjà un, vous allez voir, c'est très simple, ça se fait en quelques minutes. Ça prend combien de temps en moyenne un transfert de PEA ? On a des chiffres ? Je vous répondrai de manière transparente ça dépend. Que ça dépend de la banque d'origine. D'accord. Non mais voilà, autant le savoir. Non mais c'est un vrai sujet, d'ailleurs, qui revient souvent sur la place, mais ça dépend. Nous on fait le maximum, on relance les confrères, etc. quand il y a besoin, mais ça peut prendre un petit peu de temps. Donc d'où l'intérêt de s'y prendre tout de suite si on est convaincu par l'offre. Est-ce que c'est le moment où on sort notre vidéo pour expliquer comment ça marche pas à pas ? Écoutez, jusque-là, on n'a pas eu d'accident sur les vidéos. Bon, c'est vrai, on a eu pas beaucoup nous de succès. la place, alors, la régie, à vous de jouer pour nous présenter cette petite vidéo de souscription d'ouverture d'un PEA en gestion profilée. Voilà, je vous ai dit que c'était simple, maintenant je vais plutôt vous le montrer. Eh bien, ça marche, la vidéo se lance, je la vois sur mon retour, Andrea. Très bien. Alors, si je pouvais l'avoir de mon côté aussi, ça m'arrangerait. Voilà, donc là, nous sommes sur le PEA d'un client Boursorama qui n'a rien, qui n'a pas de gestion libre ni de gestion profilée. On voit, voilà, il y a un petit bloc gestion profilée là qui apparaît à l'écran, et donc vous allez pouvoir finalement souscrire à cette gestion profilée soit avec ce bloc, soit depuis le petit icône qu'on voit sur lequel on a cliqué. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous rappeler les grands principes qu'on vient de voir sur les frais. Donc voilà, on vous récapitule un petit peu le produit. Les profils, l'accessibilité. Si vous voulez en savoir plus, il y a une page dédiée, donc là on voit qu'il y a un lien qui permet d'y aller si on veut avoir plus d'informations. Sinon, on peut d'emblée, comme ça tout de suite, commencer le parcours de souscription pour ouvrir cette fameuse poche en profilé. Donc là, on va avoir le petit questionnaire habituel quand on ouvre un compte ou autre chose. On vous demande de mettre à jour, le cas échéant, si besoin, vos informations personnelles, adresse email, l'adresse. Ah, c'est pas la mienne, c'est celle de Boursorama, je précise pour les clients. Alors, une fois que c'est validé, du coup, on va arriver sur le fameux profil d'investisseur. Donc là, on va vous poser un certain nombre de questions sur votre patrimoine, votre appétence au risque, votre stratégie d'investissement, vos connaissances aussi quand même des marchés, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il y a 4 profils potentiels, on a besoin de vous évaluer et de savoir lequel est le plus adapté à votre profil investisseur. Vous voyez, je passe un petit peu vite, donc ça, les clients prendront le temps, bien sûr, d'y répondre. Il faut prendre le temps. Là, on l'a accéléré, bien sûr, pour les besoins de la démonstration, mais c'est important ce questionnaire. Donc là, on vous récapitule du coup votre profil, votre niveau de connaissance, votre appétence au risque, entre guillemets, votre stratégie et votre appétence également à l'approche durable en termes d'investissement. Qui a une nouveauté, les clients ne l'ont peut-être pas vu, mais c'est quelque chose qui est assez nouveau. Voilà, là, donc, par exemple, moi, on me recommande le profil offensif responsable, du coup. La recommandation, vous voyez, elle apparaît, il y a une petite phrase rose qui vous dit notre recommandation. On vous présente le document d'information clé pour l'investisseur. Là aussi, pas hésiter à l'imprimer. Du produit. Vous pouvez le télécharger pour le voir l'étudier de manière plus poussée. On vous demande quel versement initial vous voulez faire, et on l'a vu, c'est à partir de 100 €. Très bien, 100 €. Voilà, si je mets moins, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Et bien sûr, on vous encourage, entre guillemets, on vous rappelle que le versement libre programmé, c'est vraiment un outil important. Question de Elvro, un versement mensuel est-il obligatoire ? Il n'est pas obligatoire. Pas obligatoire. Non, c'est recommandé, comme je vous l'ai dit, ça permet de lisser finalement ces points d'entrée. C'est quelque chose de très recommandé. C'est à partir de 20 €, donc c'est quelque chose qu'on peut mettre en place sur des montants qui sont assez faibles. Donc c'est quand même vraiment une bonne idée de mettre en place ces versements programmés, mais on ne vous y oblige pas, évidemment. Ok. Je crois que vous aviez également quelques captures d'écran à nous montrer, ou là on n'a pas fini la vidéo encore. Je pense qu'elle est finie, mais qu'elle a dû revenir un petit peu en arrière. Alors c'est pas grave, il y a aussi quelques captures d'écran à montrer qui étaient un peu pour montrer quoi, le différent. Oui, je vous montrais, je vous ai pas menti sur la partie possibilité d'avoir les deux poches qui peuvent coexister dans un PEA. Alors si on peut passer à la slide suivante en régie. Revenir sur la présentation. Voilà, super. Voilà, donc là par exemple on a un client qui a décidé d'être 100% finalement en gestion profilée. Il n'a pas de titre en direct, pas d'action, pas d'ETF, donc c'est une possibilité, on l'a vu, deux modes de gestion, 3 possibilités. Maintenant, si on peut avoir la slide suivante, on peut avoir un cas d'un client qui avait déjà un portefeuille construit de valeur bancaire, de valeur française, donc éligible au PEA, et qui a décidé effectivement d'avoir, en plus de ces investissements en direct, une poche profilée avec le PEA profil dynamique. Et question de Seb, bonsoir, comment est l'interface SVP ? Le PEA libre est-il mélangé au PEA profilé ? J'aimerais bien garder les deux PEA indépendants. Et vous voyez qu'on a fait les choses bien, puisque vous avez un bloc qui s'appelle gestion profilée et un bloc qui s'appelle gestion libre. Voilà. L'idée, c'était effectivement de ne pas la mettre à l'intérieur des autres, qu'elle soit difficilement visible. Donc là, vous voyez, c'est bien segmenté. Du coup, il n'y a pas de risque de se tromper ou de ne pas la voir.
Et ensuite, je pense qu'il doit nous rester une petite Les actes slide. de gestion. Voilà, les actes de gestion. On a parlé tout à l'heure des versements libres, Oui. des versements programmés, des rachats aussi, et des changements de profil. Donc ça, c'est accessible depuis le fameux petit pictogramme gestion profilée par lequel on est entré tout à l'heure pour aller vers le parcours de souscription. Et donc là, vous cliquez sur le petit pictogramme, une fois que vous avez une poche profilée qui est ouverte, et vous avez le choix de pouvoir faire donc, un versement libre, de mettre en place un versement libre programmé, d'effectuer un rachat partiel. On n'en a pas trop parlé tout à l'heure, mais vous pouvez racheter une partie si vous avez besoin, ça peut arriver, du coup, du montant que vous avez investi dans ce PEA profilé, ou un rachat total. Alors, je vais m'attarder juste quelques secondes là-dessus, parce que je sais aussi que ça a un peu interloqué nos clients, c'est de dire, si je fais un rachat total, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon PEA est clôturé? Bah oui. On l'a vu tout à l'heure, on distingue bien les deux blocs. Vous avez potentiellement une poche profilée, une poche en gestion libre. Si vous faites un rachat total, vous n'aurez plus la poche en gestion profilée, mais ça ne clôture pas votre PEA. Il restera la poche en gestion libre. Voilà, même si elle est vide, entre guillemets, ça ne va pas clôturer le plan, ça vient simplement clôturer votre exposition à la partie Par profilée. contre, si je suis en 100% profilé, vous n'aurez plus rien, mais le plan reste ouvert. D'accord. Je dis ça parce qu'il y a une incidence fiscale. On l'a vu tout à l'heure, les 5 ans, ça ne vient pas clôturer le compte. Donc ça, j'insiste un peu dessus, parce que je sais qu'on a déjà eu cette question, et je la comprends, elle est tout à fait légitime. Question, parce que j'aime bien revenir sur les frais. La gestion profilée a-t-elle des frais supplémentaires par rapport à la gestion libre? Il n'y a pas de frais supplémentaires, puisqu'il n'y a toujours pas de tenue de compte, de droit de garde, on l'a vu tout à l'heure. Les seuls frais auxquels vous êtes exposés, c'est ceux qui sont à l'intérieur des fonds, et je le rappelle, on ne vous les prélève pas sur votre cash disponible. Ils sont intégrés dans la valorisation des fonds au jour le jour, au prorata temporis. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on vient vous prélever à un moment dans l'année où vous dites « Oh zut, j'avais pas vu le truc venir, j'ai pas préparé, j'avais pas le solde d'espèces suffisant ». Non, c'est intégré dans la valorisation des fonds. Bon, ben voilà, on est complètement maintenant briefé sur les atouts du produit, on sait l'ouvrir, on va rentrer dans le détail de cette gestion profilée. On l'a dit, elle est effectuée, pilotée par Amundi. David Benmoussa, comment vous pouvez, allez, challenge, nous brosser en 5 minutes top chrono le portrait d'Amundi pour les clients qui nous regardent et qui, pour certains, ne vous connaissent pas forcément? Bonsoir à tous. Alors Amundi, comme vous l'avez dit, c'est le leader européen de la gestion d'actifs, donc nous sommes le numéro 1 en Europe, et pour vous situer dans le monde, nous sommes dans le top 10. En termes de gestion, nous gérons environ 1900 milliards d'euros. C'est pas mal. C'est pas mal, ça fait beaucoup de zéros. C'est pas mal. Et ce qui est aussi important, c'est qu'on s'occupe de 100 millions de clients à travers le monde. D'accord. Pour vous donner aussi quelques chiffres, j'en donne un petit peu beaucoup, nous sommes à peu près 5000 chez Amundi, présents dans 35 pays. Et en termes de gestion, donc nous avons évidemment les équipes importantes à Paris, mais nous avons 6 centres de gestion. Paris, Dublin, Londres, Milan. Et nous avons également aux États-Unis, à Boston, un centre de gestion important. Et pour l'Asie, c'est à Tokyo. Donc de quoi être au plus proche finalement des différentes économies. Ouais. Ça, c'est vraiment important d'être proche. Également, et ça vous devez sûrement le savoir, Amundi, depuis novembre 2015, est coté en bourse. Donc ça aussi, ça a été quelque chose d'assez important pour nous. Et puis, ce qui est aussi important, puisqu'on parle de produits long terme, on est un acteur et on est un partenaire long terme, à la fois long terme et responsable. On en reparlera sûrement après, mais c'est vrai que tout ce qui est investissement responsable est au cœur et un des piliers d'Amundi. Pour vous donner encore quelques chiffres, je sais que vous êtes friands. Ah, j'aime bien. L'investissement responsable représente 769 milliards d'euros chez Amundi. Donc des sommes considérables et on continue à s'améliorer tous les jours. Ce qui est aussi important, c'est qu'en termes de gestion, nous offrons beaucoup d'expertise, que ce soit en actifs, avec des actions, de l'obligataire, des diversifiés, du monétaire. Également en gestion passive, on va aussi en parler, avec des ETF ou des fonds indiciels. Et vous n'êtes pas sans savoir que récemment, on a intégré, racheté l'Ixor. Donc il y a des offres Amundi et des offres Lixor sur les ETF, donc des gammes extrêmement larges. Complète, Et également, et on a travaillé avec vous là-dessus, sur tout ce qui est immobilier et ce qui est private equity. Et vous avez des vidéos accessibles là-dessus. Donc ça, c'est un portrait très rapide d'Amundi. Et si vous voulez aller plus loin, évidemment, n'hésitez pas à aller sur la page Amundi sur Boursorama. Bon, ben voilà, le challenge est relevé haut la main. Maintenant qu'on sait, pour ceux qui ne le savaient pas, qui est Amundi, on va forcément avoir envie d'aller sous le capot, David Olivier, de vivre un petit peu votre vie de gérant, à commencer par finalement l'essentiel, la composition des différents mandats. Comment tout ça fonctionne ? Eh bien, en fait, Andrea l'a très justement rappelé tout à l'heure, on a 4
profils de gestion. Alors on a une slide pour ça. Si pourquoi on peut 4 profils de gestion? En fait, on a souhaité avoir en fait avoir des profils qui soient en adéquation avec la sensibilité au risque, l'objectif patrimonial et l'horizon de placement de chacun de nos clients. Donc avec ces 4 profils, nous pensons qu'on adresse en tout cas un certain nombre de nos clients. Bien sûr, c'est aussi l'objectif de ce PEA profilé, de cette offre. De cette offre, c'est une offre innovante et c'est aussi notre souhait de toujours apporter des offres innovantes à nos clients. Donc en fait, ces offres-là, donc il y en a 4. Le PEA profilé offensif responsable est un profil qui est investi sur les actions européennes et qui a ce biais donc responsable, mais on aura l'occasion, je pense, on a eu des questions sur le sujet, de développer un peu plus ce point-là. Le profil dynamique et le profil équilibre sont, eux, des profils qui sont investis sur une dimension internationale. Et le profil prudent, c'était le souhait d'avoir une alternative pour pouvoir bénéficier du potentiel des marchés, mais tout en ayant quand même une approche un peu plus conservatrice. Voilà. Donc si on descend un peu plus maintenant, on ouvre un peu plus le capot et on se penche sur le moteur. Ce sont donc des fonds de fonds. Nous investissons dans les fonds d'Amundi, où on va chercher la meilleure expertise au sein du groupe. Nous avons aussi fait le choix d'avoir une architecture ouverte, c'est-à-dire d'aller chercher des fonds au travers d'autres sociétés de gestion. Donc c'est pas que du 100% fonds Amundi. C'est pas que du 100% fonds Amundi, c'était vraiment la volonté d'aller chercher les meilleures expertises là où elles se trouvaient. Et pour aller chercher les expertises au sein des sociétés de gestion, on s'appuie sur notre équipe de sélection de fonds externes, avec lesquels on discute régulièrement pour pouvoir justement avoir leur ressenti sur les meilleures expertises du moment. Comme l'a rappelé David, vous n'êtes pas sans savoir que Amundi est aujourd'hui leader européen. Dans le top 10, j'ai retenu. 1900 milliards mondial. Mais en Europe, on est le leader européen des ETF. Et donc ça, c'est un point qui est très important. Et cette expertise, on a aussi voulu l'apporter au sein de cette gestion PEA profilée. Et donc, sur l'ensemble des mandats, nous allons chercher cette expertise d'ETF, une composition avec les meilleurs ETF qui apportent en fait une souplesse dans la gestion, d'abord, puisque ce sont des titres qui sont négociables en continu, comme une action, exactement. Aussi simplement. Ce qui permet d'ajuster quand même les portefeuilles au plus assez près. Rapidement s'il le faut. Exactement. Et donc, ces PEA profilés ont différentes bornes d'exposition. Alors, je vais les rappeler assez rapidement. Oui, grosso modo. On est à entre 85 et 100% pour le PEA profilé offensif responsable, entre 60 et 100% d'actions donc pour le PEA profilé dynamique, entre 30 et 80% d'actions pour le PEA profilé équilibre, et entre 0 et 20% pour le PEA profilé prudent. Donc comme vous voyez, les bornes quand même sont assez larges. Il y a moyen de trouver son bonheur avec son impétence au risque. Et nous, en tant que gestionnaire, de pouvoir justement aussi naviguer dans cette borne pour pouvoir capter ou justement peut-être baisser un peu la voilure en fonction du contexte de marché. Bon, il y a plein de questions qui tombent en direct, donc je vais faire un petit peu une entorse là, je ne vais pas attendre la fin pour tous vous les poser. Il y a Tipino qui nous dit, peut-on changer le montant du versement programmé en plus ou en moins ? Bien sûr, c'est tout à fait libre, on l'a vu tout à l'heure, on va dans les versements libres programmés dans la partie gestion profilée et on met son nouveau montant. Voilà. Berfou qui nous dit, attendez, ça a sauté sur la tablette, c'est bon, j'ai retrouvé. L'apport initial peut-il venir des fonds existants sur le PEA ? Alors, j'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire... Réponse de Normand. À Berfou, vous avez et je vais m'arrêter là. Andrea. Voilà. Non, mais en fait, vous pouvez avoir effectivement des fonds, des actions, des titres qui sont aujourd'hui dans votre partie libre. Vous pouvez effectivement les revendre, si c'est votre souhait, pour obtenir finalement du cash et se servir de ce cash pour investir dans la poche profilée. Parce que je le rappelle, on l'a peut-être pas dit d'ailleurs, et ça sera sûrement une des questions, c'est que pour souscrire à cette poche profilée, il faut que l'argent
Donc le solde, les espèces viennent du PEA. Oui, ça c'était va pas la être depuis question, votre compte courant. Ah ben c'était voilà, la question de Léon. m'en Les doutais. versements programmés sont prélevés sur quel compte? Alors Vous voyez tout est fait depuis le PEA. Donc on est D'accord. vraiment dans un univers clos. Ouais. Donc si vous n'avez plus de solde d'espèces liquidité, disponible, ouais. eh bien, vous faites là d'abord un virement depuis votre compte courant vers votre PEA et D'accord. ensuite vous utilisez la somme en question pour ouvrir votre poche profilée. Très clair. Pierre, qui veut vraiment savoir, vivre votre vie de gérant, jusqu'à quel point les gestionnaires interviennent? Est-ce qu'ils nous donnent des messages de conseil ou est-ce qu'ils ont directement la main sur ce produit? Et est-ce qu'il faut se manifester pour donner son accord, rythme moyen des transactions? Et puis SLC 60, si je comprends bien, je garde la main sur mes actions existantes indépendamment du comportement profileur. Ça, je pense qu'on peut répondre. Ça, on peut répondre oui tout de suite. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et maintenant, alors, Et la comment ça question- se passe sur le profilé? Je vous laisse les commandes, David Olivier? Exactement. Ou vous devez me dire, non, Laurent, attends, je vais investir ça. C'est vrai qu'il y a un grand nombre d'offres aujourd'hui qui existent sur le marché Ouais, et c'est soyons bien bien de préciser où on est. Donc là, on est vraiment dans un mandat, effectivement, on nous laisse les clés Du camion. du bateau ou de l'avion, Voilà. comme vous le souhaitez. Mais effectivement, c'est nous qui prenons les décisions et c'est nous qui agissons sur votre portefeuille. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une gestion conseillée, par exemple, où on intervient avec le client, qui est parfois un peu compliqué pour eux, puisqu'on leur pose des questions auxquelles ils ont un peu de mal à répondre. Oui. Et là, vraiment, voilà, on est décisionnaire, on passe les ordres et on mouvemente le portefeuille. Et ces portefeuilles-là, ils sont gérés de manière quotidienne. J'ai encore passé des ordres tout à l'heure avant d'arriver chez Boursorama. Donc voilà, c'est une gestion au jour le jour. Oui. Voilà. Ouais, très, très clair. On a une question de Jean-Michel aussi. Quel est le positionnement ESG des différents profils? Alors ESG, on rappelle, ce sont les critères environnementaux, sociaux, de gouvernance. Ça a trait à la responsabilité. Une question aussi qui peut venir, on a un profil qui est ouvertement responsable. Ça veut dire que les autres ne le sont pas? Très juste. Jean-Michel, je suis ravi que vous me posiez cette question, puisque les sujets ESG sont quand même des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Oui. David l'a rappelé tout à l'heure, a publié la dernière publication de notre trimestriel au 30 septembre 2022. On donnait des chiffres qui sont des gros montants. Oui. 769 milliards d'euros d'actifs en investissement responsable, ce n'est pas rien, c'est 40% des actifs que l'on gère aujourd'hui, et ça tend à grossir régulièrement. Depuis la création du groupe Amundi en 2010, l'ESG, l'investissement responsable, a toujours fait partie de nos piliers. Et aujourd'hui, c'est la pierre angulaire de notre développement. Donc on a vraiment à cœur à ce que l'ESG soit adressé dans les portefeuilles d'une manière globale, au moins autant que possible. Nous sommes des gestionnaires responsables et notre rôle, c'est de créer de la valeur dans le temps. Ce qui me paraît quand même assez d'actualité aujourd'hui. L'engagement, nous, on le retrouve aujourd'hui dans notre processus d'investissement responsable, que ce soit sur l'analyse ESG, l'intégration ESG, les politiques d'exclusion, les politiques d'engagement ou les politiques de vote, mais également dans d'autres solutions au sein du groupe. Donc tout ça pour dire, et pour répondre à votre question... la question de Jean-Michel. De Jean-Michel, mais la vôtre aussi en même temps. Effectivement, on a une offre qui est plus marquée que les autres. Et ça, cette offre marquée, dès nos premières discussions avec Boursorama, au moment où on a voulu mettre en œuvre ces offres de gestion PEA profilée, il nous est venu assez naturellement de notre côté, mais aussi de Boursorama, de pouvoir adresser un profil qui soit à l'intention de ces clients qui ont une appétence pour ces sujets ESG. Et donc, on a voulu aller un peu plus loin sur un profil et sur le profil offensif responsable. Et donc, ça ne veut pas forcément dire que les autres ne le sont pas du tout. Ils le sont, un peu moins. Mais c'est vrai qu'on s'est concentré, notamment sur ce PEA profilé responsable. C'est dans le prospectus, vous allez avoir principalement, voire même totalement, des fonds qui sont article 8 ou article 9. Ça, c'est la réglementation européenne, c'est ça? SFDR, la disposition disclosure. Alors, les produits article 8
Ce sont des produits qui font... oui, il y a les verts et promo- les super verts. Voilà, c'est ça. Si on pouvait le résumer simplement. Il y a c'est- les durables et les super durables. Et c'est ça. On va résumer parce que Oui. c'est plus simple pour nos interlocuteurs et nos auditeurs, effectivement. Et donc, dans ce PEA profilé offensif responsable, vous allez avoir de l'article 8 et de l'article 9. Donc, on est quand même sur du très vert. Et 90% des fonds que l'on sélectionnera, que nous sélectionnons aujourd'hui, sont labellisés. Donc, ont le label d'État français, le label ISR, D'accord. ou un équivalent. Bon, oui, parce qu'il y a d'autres labels, en Exactement. Europe notamment, qui sont parfois aussi bien que Je peux vulgariser, parce que c'est vrai qu'on parle de Ah oui, réglementation. il y a vite fait d'être par. Même nous, on le subit au jour le jour. Mais pour les clients que ça intéresse, l'article 8, effectivement, c'est une sorte de label qui dit que le fonds prend en compte des critères ESG, donc de gouvernance sociale, etc., et écologique. Ce qu'on appelle l'article 9, c'est les fonds dont l'objectif, in fine, est durable, en fait. Donc c'est la petite différence. Vous parliez de vert, super vert tout à l'heure, Laurent, c'est un peu ça. On prend en compte des critères où c'est carrément l'objectif du fonds. C'est ça, un produit qui fait l'article 8, ça fait la promotion Exactement. des enjeux environnementaux et sociaux, et effectivement, l'article 9, on est vraiment là sur de la recherche. C'est un objectif d'investissement durable. Très bien, sur cette question de Clémence aussi, le mandat de gestion est-il flexible? Possibilité de passer à 0% d'exposition action en cas de situation de crise. Alors, c'est une bonne question. Alors, oui. J'y ai un peu répondu. Ouais. Effectivement, on a... Ils veulent tout, nos clients. Ils veulent tout. Mais ils ont raison. il y a des bornes dans les mandats. Ces bornes, elles sont Il y là. a une certaine flexibilité. Il y a une certaine flexibilité. C'est pour ça que tout à l'heure, je voulais quand même évoquer le fait que ces bornes sont assez larges justement pour naviguer au travers ces bornes. Mais il est important quand même qu'on ait des produits qui sont en adéquation, comme je le disais tout à l'heure, avec les objectifs des risques, la sensibilité et l'horizon de placement. Et pour cela, on a quand même besoin globalement de borner nos offres. Pour autant, effectivement, j'entends la recherche de la flexibilité dans un support. Alors que ça soit un 0,50, on parle toujours d'exposition action quand on parle des pourcentages, donc entre 0 et 50%, entre 50 ou 100% d'action, ou même entre 0 et 100% d'action. Malheureusement, on voit aussi que dans le temps, ces approches ne sont pas toujours évidentes. Aller capter le plus bas du marché... c'est toujours risqué et compliqué de timer le marché. On en est toujours là. Et même pour des gestionnaires et des professionnels de la gestion comme nous, bien sûr que nous avons, nous, des signaux... des super services de recherche, David en parlait. Exactement, et on s'en appuie sur eux. Mais parfois, c'est un peu utopique d'avoir une gestion totalement flexible, 0-100. Si je comprends bien, l'idée, c'est peut-être plus de changer de profil. J'allais vous le dire, Laurent. Alors, c'est vrai que David Olivier a de la flexibilité, et tant mieux, et c'est important. Maintenant, si vous vous rendez compte que finalement, c'est trop exposé pour vous, peut-être que vous avez mal évalué aussi votre appétence au risque, et que vous vous rendez compte que vous êtes allé un peu fort en disant non, j'ai pas peur, j'y vais, et puis que quand les marchés sont un peu secoués, finalement, j'ai un peu peur. J'ai peut-être pas tant d'appétence au risque que ça, mais dans ces cas-là, refaites, changez de profil. Enfin, ça va vous amener à refaire le questionnaire de profil investisseur, et peut-être que vous vous rendrez compte que vous n'étiez pas sur le profil qui vous convient le mieux. Et la meilleure flexibilité, finalement, c'est l'offre que nous propose notre partenaire Amundi avec 4 profils. C'est déjà un énorme, je trouve, niveau de flexibilité dans un PEA en profil comme ça. Voilà. On a une question de Julien. Alors moi j'ai bien compris que en fait chaque profil était un fonds de fonds qui investissait dans des fonds, mais est-il possible de voir les actions qui font partie du PEA profilé? Il veut descendre d'un étage. Et descendre encore d'un étage. Malheureusement non. Effectivement, nous sommes dans un fonds qui est investi lui-même en fonds, et donc vous aurez la possibilité, au travers des reportings mensuels que l'on publie tous les mois, d'avoir la composition des principales valeurs et des principales positions du portefeuille. Donc j'invite Julien à aller consulter ces ça se trouve données. facilement, on peut le dire sur le Internet, site on peut Boursorama. retrouver. Et après, s'il veut aller plus loin, Julien, il peut regarder les fonds qui composent le mandat, aller chercher les fonds. C'est un peu de boulot, mais ça se fait. Si ça l'intéresse, il peut le faire. Il aura le top 10 des composants de chaque fonds. S'il a envie d'y passer du temps, il peut le faire. C'est intéressant aussi comme démarche, je trouve. C'est une très bonne démarche. Peut-être que la question de Julien, c'est de se dire, est-ce qu'il ne va pas finalement... Est-ce que je comprends bien ce dans quoi vous investissez? Alors déjà, il y a ça. Et peut-être aussi, est-ce qu'on ne va pas multiplier les risques? Est-ce que nous, on est investi sur certains types de valeurs et Julien également sur les mêmes valeurs? Et là, du coup, on se retrouve avec plein de tech ou plein de sans forcément le vouloir. Ouais. L'avantage de la gestion PEA profilée, c'est la diversification. On est investi sur un grand nombre, on a la capacité d'investir sur un grand nombre de supports.
Et aujourd'hui, chaque support sur lequel nous investissons sont très diversifiés. On a certains supports, comme on l'a précisé tout à l'heure, ce sont des ETF. Donc il y a des supports sur des indices. Le CAC 40, c'est 40 valeurs. Le DAX 40, vous en avez 40 également. On est même investi sur le S&P 500. Il y a 500 valeurs dans cet indicateur. Donc vous avez une réelle diversification à être investi sur un PEA profilé. David Olivier, on va terminer là-dessus la présentation et on répondra encore aux nombreuses questions qui sont tombées. C'est le moment boule de cristal. Vous sortez votre boule de cristal. Non, l'idée, c'est de se projeter. On a parlé de 2022, cette année assez incroyable sur les marchés. Est-ce que là, on peut donner aux gens qui nous regardent quelques perspectives sur quand même ce à quoi on s'attend sur 2023, avec bien sûr toutes les réserves qui vont avec ce genre de raisonnement, si je puis dire. Exactement, mais c'est un point qui est très important, puisque comme on l'a précisé au démarrage de ce webinaire, c'est que on regarde un peu ce qui s'est passé dans les années écoulées pour essayer d'avoir des projections, d'avoir des perspectives pour l'année prochaine. Et c'est tout le travail de nos économistes. Alors, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je ne travaille pas seul sur cette prestation. On est appuyé, on est entouré de toute la force du groupe Amundi, que ce soit nos équipes de sélection de fonds externes, que ce soit nos analystes. On participe à un grand nombre de comités d'investissement. À partir de ces comités d'investissement, nous allons déterminer en fait des scénarios macroéconomiques. On a la fameuse technique de l'entonnoir. Alors, si on fait un peu à l'américaine, on va appeler ça une approche top-down. Top-down, voilà, ouais, c'est ça. Et donc, c'est l'occasion d'expliquer ce que ça veut dire, justement. Exactement. Voilà. Donc, en fait, on part d'un scénario macroéconomique qui nous sont communiqués par nos stratégistes et nos économistes en chef. Et tout ça provient d'une nouvelle entité qui s'appelle Amundi Institute, qui a été créée l'année dernière. Et à partir de ces scénarios, nous allons essayer de déterminer sur quelle zone géographique nous allons nous positionner et sur quelle classe d'actifs. À partir de ça, nous allons chercher les supports, les meilleurs supports dans cette catégorie. Nous allons, bien sûr, en concertation avec nos risk managers, puisque c'est important aussi d'avoir des contrôles dans ce type de gestion, finalement, investir dans des supports pour que le portefeuille ait une cohérence en termes de diversification et en termes de support. L'idée, c'est de ne pas multiplier les supports. Ouais. Parfois, en multipliant les supports, vous multipliez les risques. On perd aussi en visibilité, parfois. Exactement. Ouais. Nous, l'idée, c'est d'avoir des supports qui se complètent, qui sont parfois décorrélés les uns aux autres, pour pouvoir maximaliser les bénéfices risques et donc optimiser, finalement, le rendement risque pour le portefeuille. Je réponds à votre question. Oui, vous essayez pas de noyer le poisson, David Olivier. Les perspectives 2023. Elles sont compliquées, les perspectives 2023. Le contexte géopolitique, il est clairement incertain. Oui. Et sans vouloir trahir nos économistes, j'ai appris encore cet après-midi que nos perspectives sur la croissance mondiale sont revues. Oui. On part en 2022, on avait une croissance mondiale à 3,1%. On tablait à 2,1%. Finalement, et on l'a vu encore avec les PMI, donc l'indice des directeurs d'achat, en bon français. Exactement, qui ont été publiés ce matin pour l'Europe. Les chiffres sont plutôt bons. Ouais. On a une certaine résilience. On retrouve de l'optimisme. On retrouve un peu d'optimisme. Ouais. Attention, un petit peu. Un petit peu. Mais, et donc tout ça nous amènera sûrement à remonter les chiffres de la croissance mondiale anticipée. Donc j'ai entendu plutôt autour de 2,4%. Donc ça provient notamment de la Chine. La réouverture de la Chine a été un élément qui n'était pas forcément attendu par les marchés. L'abandon de la politique zéro Covid, qui s'est fait quand même hyper restrictive et qui s'est fait du jour au lendemain, on peut le dire quasiment. Oui. Des réserves, comme on a vécu finalement en Europe et aux États-Unis, les Chinois ont considérablement épargné. Il va y avoir un effet rattrapage exactement. Ouais. Et donc, on anticipe que ça puisse faire remonter les chiffres de la croissance, puisqu'il y a un certain nombre de pays, et notamment l'Allemagne, pour l'Europe, qui pourraient en bénéficier, puisque vous connaissez les liens économiques entre la Chine et l'Allemagne. Tout ça pour finalement avoir des perspectives où finalement la récession annoncée en Europe pourrait peut-être ne pas se matérialiser. Attention, vous êtes optimiste aussi, David Olivier. on atténue dans nos tablettes cette idée qu'il puisse y avoir une récession en Europe. Aux États-Unis, on ne pense pas pour l'année à venir. Et donc, tout ça, effectivement, laisse un certain optimisme. L'inflation
Là, clairement, aux États-Unis, le pire est passé, voilà. on peut le dire. Et effectivement, on a passé ces niveaux qui étaient considérables. Hein. En Europe, le niveau d'inflation reste quand même très élevé. Tout ça pour dire que l'inflation, même si les choses s'améliorent, on est toujours à des niveaux très élevés des cibles des banques centrales ou des économistes. Donc il y aura encore du travail à faire et c'est pour ça que les banques centrales sont encore à la manœuvre. Elles tiennent des propos qui sont encore au quiche. Assez ferme. Voilà, assez ferme. Et on va pas, c'est le pivot, Voilà. la redescente des taux, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est ça. Oui. Donc tout ça, en résumé, si je devais résumer, n'ayons pas peur. Mais attachons notre ceinture pour l'année 2023, puisque ça reste... Optimisme prudent. David brûle d'ajouter un commentaire. Oui, je vais juste rajouter, je sais que vous êtes nombreux à le voir, c'est que tous les mois, il y a une vidéo qui est mise à disposition sur le site de Boursorama avec notamment Didier Borowski. Ouais. Et donc c'est important aussi de pouvoir suivre tous les mois les évolutions et ce qui est partagé parce que avec ça bouge très vite, Amundi. c'est ce dont on ça se rend bouge compte. très vite. Ouais. Il y a évidemment des papiers de recherche qui sont publiés, mais c'est vrai que nous publions beaucoup de vidéos, notamment sur nos vues d'investissement. Et ça, je sais que c'est beaucoup apprécié chez Boursorama. Mais d'ailleurs, j'en profite, c'était une question de Pascal. Mettez-vous à disposition une actualité documentée pour conseiller les particuliers qui souhaitent investir en bourse de manière autonome. Exemple comme le site Investir. Je me dois de répondre, Pascal. Oui, ça s'appelle le portail Boursorama. Outre les excellents papiers d'Iborowski qui étaient d'ailleurs intervenus sur le Bourse-Live pour nous parler d'inflation de façon très éclairante. Vous retrouvez tout un tas d'articles pédagogiques, de recommandations boursières faits par nos partenaires, que ce soit justement Investir ou le revenu. Et vous retrouverez une mine d'informations sur votre espace connecté client, sur votre portail connecté. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Messieurs, il est 19h32, on a fait 1 heure, mais il y a quand même plein de questions. Alors je vous propose petit challenge, 10 minutes, on va essayer de prendre vraiment le plus de questions possible. Et j'aimerais qu'en régie, on puisse nous remettre une slide qui est, me semble-t-il, super capitale. C'est le 2 modes de gestion, 3 possibilités, parce que Andrea, ça a généré énormément de questions. Je vous les livre en bloc. Est-il possible de déléguer la gestion du PEA Boursorama à 100% et de ne pas garder la partie gestion libre? Est-il possible de n'avoir qu'une partie de notre PEA en gestion profilée? Si oui, quelle part du PEA conseilleriez-vous de mettre en gestion profilée? Denise, est-il possible de cumuler gestion libre et gestion profilée? Vous voyez, donc des tas de questions sur la façon dont les deux s'articulent. Ça vaut le coup, de le rappeler, Andrea. Tout à fait. Alors, on peut tout cumuler, on l'a vu tout à l'heure. On peut être 100% profilé, on peut être uniquement en gestion libre si on le souhaite. On peut avoir les deux. Alors après, si vous ne souscrivez qu'à la partie profilée, la partie gestion libre est à votre disposition. Oui. On ne va pas la clôturer, c'est pareil. Vous avez tout à portée de main en fait. Oui. C'est à vous de choisir. Après, la répartition, je ne vais pas faire de conseils, c'est comme vous le sentez, on l'a vu tout à l'heure. La gestion profilée, c'est vraiment super quand on manque de cette expertise et de ce temps d'y souscrire. Après, encore une fois, ce n'est pas parce que... on a déjà des titres en direct qu'on ne peut pas y souscrire, qu'il n'y a pas besoin d'y souscrire. Oui. Donc après, c'est vraiment, je ne vais pas vous dire au feeling, mais si vous pensez que vous en avez besoin en tout cas et qu'elle est là pour vous, quelle que soit votre situation. Voilà. Allez Andrea, perdez pas le rythme. Nicole, quel est le montant d'investissement initial en versement libre pour ouvrir le PEA profilé? 100 €. Voilà. Ah c'est bon, je la connaissais aussi. Tadenos, est-ce qu'un PEA de plus de 5 ans que l'on migre, que l'on transfère, j'imagine chez Boursorama, garde son ancienneté? Non, il perd absolument tout. Non, je plaisante. Oh, arrêtez, on va pas nous faire peur aux gens qui nous regardent. Donc quand on reçoit les PEA, si je peux expliquer aux clients, quand on reçoit les PEA chez nous, on reçoit plusieurs informations, dont le plafond de versement, ce qui a déjà été versé, la date de création et les titres. Donc on sait quand il a été ouvert, donc il garde son ancienneté fiscale. Pas d'inquiétude, Tadeno, c'est pardon pour les mauvaises blagues d'Andrea. Phil de Lyon, bah oui, tiens, tous les types de PEA sont-ils concernés par la gestion profilée? Alors, les jeunes, les PEA PME, comment tout ça, voilà. On va d'abord exclure le PEA PME. Donc le PEA PME, non, très clairement. Maintenant, c'est une très bonne question. Le PEA 18-25 ans qu'on a chez nous, 18-25 ans s'il vous plaît, Laurent. Il est tout à fait éligible. On rappelle, la seule petite différence, c'est ce plafond de versement de 20 000 € versus les 150 000 sur un PEA dit classique. Bon, Dominique, mon PEA actuel ouvert depuis longtemps, restera-t-il chez Boursorama ou sera-t-il transféré chez Amundi? Non, il restera quand même chez nous. On vous offre l'expertise de notre partenaire Amundi. Voilà. Julien, on rappelle, PEA ouvert à la Caisse d'épargne en 2001, est-il possible de transférer sans frais chez Boursorama? Alors sans frais, on les rembourse? Alors, on les rembourse x2. x2. Donc, vous pouvez le faire et vous pouvez le faire
tout de suite via le service de mobilité bourse, sans plus attendre. Damien, c'est des questions qu'on a évoquées, mais comme elles sont tombées, et comme vraiment on veut que vous ayez les idées claires, j'hésite pas à les reposer. Peut-on résilier quand on veut la partie profilée du PEA? Tout à fait, il y a les options de rachat total, on l'a vu tout à l'heure. Bon, la fiscalité, vous l'avez expliqué, sauf si vous voulez revenir, non, on n'a pas le temps. Moi j'aime ça, mais quand même. Voilà. Papa, y a-t-il des produits, elle est intéressante, celle-là, à rendement fixe accessibles au PEA? Alors, des produits à rendement fixe, on parle de fonds obligataires, probablement? J'imagine. Alors, si on parle de fonds peut-être des obligataires... produits structurés, éventuellement? Peut-être des produits structurés. Oui, je pense que c'est peut-être la question de papa. Alors, si c'est la question, la réponse est non, du coup. D'accord. Voilà. Claude, les obligations ETF ou autres supports sont-ils au programme et compatibles avec un PEA? Moi, j'ai écouté ce que disait David Olivier. Oui. Oui, voilà. Tout à fait. Jean-Michel, combien de PEA peut-on ouvrir et peut-on en ouvrir pour ses enfants? Ah, ben voilà une bonne question. Alors, on ne peut ouvrir qu'un PEA. Attention, c'est pas comme l'assurance vie, un PEA, voilà. c'est un seul. Un PEA, c'est un seul. Par contre, si votre enfant, effectivement, a 18 ans et qu'il est toujours rattaché à votre foyer, on l'a vu, il peut ouvrir son PEA 18-25 ans. Alors, attention toutefois, le plafond de versement de votre enfant va venir en déduction de votre plafond à vous. C'est pas cumulatif tout ça. Et non, donc, du coup, il faut y penser en tout cas. Ouais. Paul, le logiciel de Boursorama ne propose pas de versement régulier mensuel vers le PEA, seulement direct ou différé. Comment faire? C'est vrai, c'est vrai. Alors c'est un sujet sur lequel on travaille. Alors je ne vais pas faire de promesses parce que ça m'a... J'ai eu quelques promesses. Vous avez fait quelques promesses que vous n'avez pas tenues tout de suite, André. C'est vrai, donc je ne fais pas de promesses. On sait que c'est une demande. Maintenant c'est compliqué parce qu'il y a la gestion de ce plafond de versement pour être transparent avec nos clients. Il faut qu'on s'assure que ça ne va pas faire dépasser votre plafond puisque les conséquences sont dramatiques et on ne veut pas que nos clients se retrouvent dans cette situation. D'accord. Voilà. Ouais, bon, c'est très important de le souligner. On a eu aussi, Andrea, beaucoup de questions sur les performances. Compliqué de répondre aux performances alors qu'on vient de lancer un produit en octobre. C'est très tôt, oui. et sans parler à la place de notre partenaire Amundi, je crois qu'il faut un an d'existence. Il y a des contraintes réglementaires aussi. Voilà, auxquelles on ne va pas évidemment, on va s'y soumettre évidemment, et donc on sera ravis pour fêter les 1 an du lancement, de vous communiquer via peut-être une super webconférence comme ça. Oui, et ceci dit, la performance, on la retrouve aussi sur son espace client. Voilà, les fonds ont ce qu'on appelle une valeur liquidative pour les clients que ça intéresse. Et vous voyez cette valeur bouger tous les jours. Donc vous pouvez vous rendre compte effectivement de l'évolution de la valeur et c'est ce qu'on vous invite à faire tout naturellement. Bon, j'avais dit 10 minutes de questions, j'ai encore 2 minutes. Est-ce qu'en régie on veut renvoyer des questions ou est-ce que ça y est, les gens en ont marre et il est temps de les libérer pour qu'ils aillent manger? On me dit qu'il y a encore quelques questions. Alors, est-ce que je vais vous en retrouver une, moi, Andrea, sur ce qu'on avait enregistré? Peut-on transférer un PEA existant en PEA profilé? Ça, on l'a dit, a priori. D'abord un transfert, ensuite on ouvre sa page profilée. Voilà. Alors, attendez, je regarde sur ma petite tablette si on a d'autres questions qui tombent. On peut revenir sur les frais, c'est toujours bien de reparler des frais. Les frais, on le rappelle, pas de frais sur les versements, pas de frais sur les rachats, pas de frais sur le changement de profil. Ça, c'est important, pas de frais sur le changement de profil. Ce qu'on paye, entre guillemets, encore une fois, ce sont les frais inhérents à la gestion des profils, mais qui sont valorisés dans le fonds, et donc on ne vous prélève pas sur le compte espèce de votre PEA. Bon, ben voilà. On nous dit que les gens ont envie d'aller manger. Vous avez envie d'aller manger. Merci d'avoir suivi cette webconférence. J'espère qu'on a expliqué au mieux cette offre. Merci à nos invités d'avoir été avec nous ce soir. Merci Laurent. Merci Laurent. Merci. Alors, j'espère que nous vous avons convaincu des attraits de cette nouvelle offre, que nous vous avons répondu au maximum de questions. Si vous n'avez pas pu tout voir, pas de panique, le replay sera en ligne d'ici quelques jours. Restez avec nous, vous savez, comme d'habitude, après le clap de fin, le temps de remplir un court questionnaire de satisfaction, pas facile à dire, afin que nous puissions vous proposer une émission encore plus adaptée à vos besoins la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, très bonne soirée et à bientôt.